résultats de l'évaluation donc du projet transfrontalier en droit et santé sexuelle et reproductif, projet OIAPOC Coopération Santé que vous connaissez entre la Guyane et l'Amapa au Brésil, avec un focus VIH-Sida à la frontière entre la France et le Brésil, une analyse des besoins après la pandémie de Covid-19. Donc, peut-être pour commencer, oui, ça défile. Un tout petit point de contexte, même si vous connaissez la zone. La France et le Brésil partagent une longue frontière, hein. C'est la plus grande frontière de la France avec un autre pays. Et il s'agit d'un bassin de population qui échange quotidiennement des marchandises, des personnes, ce sont des relations humaines. Et autour de ce bassin, les enjeux de santé publique sont partagés, bien évidemment, par les deux pays, par l'ensemble des habitants, avec des spécificités qui sont propres au système de santé de chaque pays. Sur cette réalité géographique et humaine, le projet OIAPOC Coopération Santé réunit des partenaires, le centre hospitalier de Cayenne, l'association brésilienne d'EPAC Frontera et l'association ID Santé qui coordonne l'ensemble, chacun ayant différentes responsabilités et des objectifs spécifiques qui lui sont propres au sein du consortium. Le projet vise à renforcer les droits et la santé sexuelle et reproductive des habitants des deux rives du fleuve Oyapock grâce à un soutien de la coopération transfrontalière en santé entre les deux pays. Il s'agit ainsi de lutter contre le VIH, les violences faites aux femmes et les grossesses non planifiées dans une approche préventive et intégrée en santé sexuelle et reproductive. Et vous avez à l'écran les différents lieux de réalisation du projet avec les responsabilités de chacun et les 7 objectifs poursuivis par le projet que je ne vais pas vous détailler ici. Je vais essayer d'être un petit peu rapide pour garder des temps d'échange à la fin. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous pensez que je survole trop certains aspects des choses. Les objectifs de l'évaluation et les enjeux qui avaient été fixés au départ, un enjeu d'apprentissage collectif et un enjeu de redevabilité dès le départ, avec donc 2 objectifs pour répondre à ces enjeux. Tout d'abord, une évaluation rétrospective et sommative pour pouvoir mesurer la pertinence, l'efficacité, l'impact de ce projet sur les parcours de soins transfrontaliers avant la mise en œuvre de la première ligne en 2019, pendant et après la pandémie de Covid-19, élément bien sûr central dans la période qui a été étudiée, avec une demande également, enfin une proposition et une décision ensuite de pouvoir aussi traiter des critères de partenariat et de durabilité du fait des spécificités de cette coopération transfrontalière et interculturelle. Ça nous semblait, avec ID Santé, important d'avoir aussi cette dimension-là. Et deuxième objectif, un peu plus prospectif, avec des recommandations opérationnelles et stratégiques qui ont été proposées. En termes de méthodologie, on a procédé à une triangulation des données pour pouvoir les vérifier et les recouper à partir d'une revue documentaire et d'une bibliographie assez fournie et intéressante, il faut bien le noter. Enfin, on y reviendra tout au long de la présentation, mais il y a eu beaucoup d'études et de recherches qui ont été menées sur le projet et sur la zone, donc c'est particulièrement riche et intéressant. Des observations de terrain et des entretiens individuels et collectifs qui ont pu être menés grâce à une mission sur place. Et donc, on a essayé de prendre en compte un certain nombre de grands principes qui sont affichés à l'écran. Sur les outils utilisés, donc à partir d'une matrice évaluative qu'on a
pu valider avec le comité de pilotage de l'étude l'analyse documentaire, les entretiens, des focus group. Ils ont surtout concerné donc, les acteurs clés qui sont listés ici, les partenaires du consortium d'abord, hein, au premier chef, mais aussi partenaires et parties prenantes institutionnelles, acteurs du réseau de soins, l'ARS, le Corévi, les soignants brésiliens, qui soient de l'UBS ou de l'hôpital de l'État l'hôpital d'État d'Oiapoque, l'hôpital estadual. Vous m'excuserez, je reprendrai en français quelques termes portugais, si ça ne vous dérange pas, sans forcément les traduire, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver la traduction exacte, comme l'adjectif estadual dans le système fédéral brésilien. Les autorités en santé brésiliennes, avec la secrétariat de saúde do Estado do Amapá, qui a pu être rencontré en visio, les bénéficiaires finaux en Guyane et au Brésil, essentiellement donc les personnes vivant avec le VIH suivies à Saint-Georges. Le calendrier donc, et les différentes étapes de l'organisation de cette évaluation, la phase préparatoire s'est surtout déroulée sur le mois de juin, juillet, d'une part. Ensuite, la phase d'enquête en septembre sur la zone de coopération et une phase d'exploitation et de restitution des résultats qui, elle, a pu s'étendre sur la fin de l'année 2023 et début 2024 sur la validation des différents livrables. En termes de limites méthodologiques rencontrées, le seul élément majeur à retenir concerne le fait que les données VIH sont des données sensibles et confidentielles, hein, aussi bien en France qu'au Brésil, et que du coup, on n'a pas pu y avoir accès de manière totale. Hein. On a, par exemple, pu seulement réaliser des entretiens avec des patients qui sont traités, suivis à Saint-Georges. Il n'était pas possible de rencontrer les patients au Brésil qui n'étaient pas dans ce cas de suivi avec Saint-Georges, sinon il aurait fallu avoir toutes les autorisations brésiliennes, ce qui a été un peu plus compliqué. Et on n'a pas pu avoir non plus accès aux données brutes de la thèse de doctorat du docteur Flavia Divine, qui a réalisé sa thèse et qui l'a soutenue l'année dernière, donc avec des données très récentes, thèse qui portait sur le VIH-Sida à la frontière, donc sur cette zone et sur le projet. On n'a pas pu non plus avoir accès aux données brutes de la première ligne brésilienne, UBS et Hôpital, mais on avait néanmoins accès aux données d'ores et déjà publiées au travers de la thèse ou dans les autres recherches et études que je mentionnais au sujet de la bibliographie. Et donc, on a, au regard de ces éléments disponibles, des personnes qu'on a pu rencontrer, des observations sur place, jugé que les données étaient suffisantes pour dresser un tableau réaliste et complet pour nourrir les conclusions qui sont proposées ici. Donc, les limites, bien sûr, existent, comme toujours dans ce type d'exercice, mais ne nous ont pas semblé de nature à empêcher l'analyse. Si vous voulez bien, si vous n'avez pas de questions concernant la méthodologie, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de traiter critère par critère l'analyse qui a pu être faite du projet OCS. Tout d'abord, en termes de pertinence, le projet répond à des enjeux et des besoins en santé publique qui sont partagés des deux côtés de la frontière, avec une prévalence particulière du VIH et des freins à l'accès aux soins qui sont constatés sur cette zone depuis les années 2010 au moins. Vous voyez sur cette carte que la MAPA fait partie des quelques États brésiliens où la prévalence de la maladie va en augmentant entre 2011 et 2021.
Et sur le bassin de l'Oyapock, si on n'a pas de prévalence officielle spécifique à la zone, on peut noter que la présence de populations clés de l'épidémie, travailleurs du sexe, orpailleurs, est vulnérable de part et d'autre de la frontière, ainsi que les prévalences régionales font du contrôle de l'épidémie à VIH un enjeu majeur de santé publique. En termes d'enjeux de santé publique, on peut aussi noter que ces enjeux transcendent les frontières, qu'ils transcendent les limites administratives et politiques des deux États concernés, ce qui contribue à imposer une prise en compte coordonnée par les acteurs français et brésiliens pour faire du contrôle de l'épidémie sur la frontière une priorité de santé publique. Les cartes à l'écran vous montrent l'origine du VIH et des souches de VIH qui ont pu être détectées sur la zone et leur circulation. Et donc, on voit bien qu'on est sur un enjeu international. En termes de besoins auxquels le projet répond, d'abord une précarité, des inégalités en santé qui augmentent les problèmes rencontrés dans un contexte de politique migratoire restrictive. Pardon. Les facteurs socio-économiques de l'épidémie, dont vous avez à l'écran ici le schéma proposé par l'OMS pour bien comprendre tous les facteurs de surrisque d'infection sont nombreux. Et donc, la situation épidémiologique présente sur la zone peut s'expliquer par différents facteurs. Des retards de diagnostic, notamment des populations plus à risque et précaires, ainsi que des difficultés de suivi liées à l'isolement de cette région par rapport au centre urbain de Guyane et du Brésil, un cumul de vulnérabilité des habitants et habitantes du bassin de l'Oyapock et une zone frontalière propice aux multiples passages et circulations. On peut noter également sur les facteurs socio-économiques de l'épidémie, vous avez ici un schéma qui a été proposé par le docteur Flavia Divino dans sa thèse, qui reprend donc les conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales de la zone, les conditions de vie et de travail, les réseaux sociaux et communautaires et les modes de vie individuels qui expliquent, qui constituent donc des facteurs de surrisque spécifiques. Je ne vous les lis pas tous, mais vous les avez à l'écran et on pourra y revenir parce que ces éléments sont bien sûr centraux et pour le projet et pour les enjeux, donc, et pour en termes de pertinence, mais aussi en termes d'efficacité, d'impact et de durabilité sur l'ensemble des critères. Ces différents éléments, facteurs socio-économiques sont centraux. En termes de pertinence, il faut aussi noter qu'on a des spécificités frontalières liées aux politiques migratoires, avec une réalité qui est bien connue de la littérature scientifique et des professionnels de santé, qui explique l'augmentation du risque d'infection par le VIH chez les personnes mobiles et migrantes en particulier, du fait d'une prévalence plus élevée dans les pays d'origine, d'une augmentation des rapports à risque au détour de la migration, les violences faites aux femmes, les échanges transactionnels, la précarité tout au long du parcours. Et on a également des nombreux freins à l'accès aux soins et un renoncement aux soins associé à la peur de demander des soins, un antécédent de refus de la part d'un soignant, une disparité importante dans l'accès aux soins en fonction du statut de migration, le statut de migrant en situation irrégulière étant un indicateur péjoratif de santé. C'est bien documenté et connu. Et sur ce plan, le projet OCS est pertinent dans son objet comme dans sa logique d'intervention et sa démarche inclusive,
pour répondre aux différents enjeux et besoins que je viens de citer. Je ne vous recommande pas les cartes à l'écran qui montrent bien tous ces mouvements de circulation et les différents enjeux spécifiques. Sur le plan de la pertinence, on relève aussi une coordination en santé publique qui s'avère nécessaire entre les deux États. Hein. Il ressort des différents constats que je vous ai présentés, que les besoins de prévention et de lutte contre l'épidémie de VIH sont importants de part et d'autre de la frontière et qu'ils ne peuvent trouver de solution qu'au travers d'une action coordonnée en santé publique, tant sur le plan de l'offre de soins, de continuité du parcours de soins pour les usagers et d'éducation à la santé autour de messages clés communs, adaptés au niveau d'éducation et aux spécificités multilinguistiques des habitantes et habitants de la zone. Et vous avez à l'écran donc un schéma qui représente l'offre de soins aujourd'hui sur le territoire. En termes de pertinence, il y a également un enjeu économique de partage des coûts entre les deux pays, qui est sous-jacent au projet OCS et à la volonté de coopération entre les deux pays. Du point de vue de la France, le soutien du Brésil pour mettre en place une prise en charge des PV-VIH de première ligne, soutien qui est permis au travers de fonds français, hein, l'hôpital de Cayenne, l'ARS, de fonds européens aussi, avec les fonds Interreg Amazonie, via le projet OCS, est pertinent d'un point de vue économique. Alors, vous voyez ici des estimations d'économies de coûts, notamment, alors là, c'est calculé sur la base du seul traitement anti-rétroviraux. Il pourrait être intéressant d'élargir le propos à d'autres éléments, mais déjà sur cette base-là, on peut voir qu'il y a une économie réalisée par le système de santé français comparativement aux coûts générés par le projet OCS, coûts qui sont en plus cofinancés donc très largement par l'Union européenne. Et on voit notamment l'évolution de la file active entre les deux pays entre 2017 et 2023, avec la création donc, de la première ligne au côté Brésil en 2019. On y reviendra en termes d'efficacité. L'analyse ici économique porte uniquement sur le système global, mais bien entendu, du point de vue des individus également, même si on ne dispose pas de chiffres, d'études spécifiques, il est objectivement certain que les bénéficiaires finaux du projet voient leur situation économique renforcée. À minima, elle ne se trouve pas dégradée, ce qui, comme elle le serait en absence d'accès à des soins de qualité. Et ça, c'est peut-être un champ d'analyse différent à mener. En termes de pertinence, toujours, il est relevé que le projet est pertinent du point de vue de l'objet social de ses protagonistes et de ses parties prenantes, ainsi que de leur rôle dans la mise en œuvre des activités. Vous voyez le schéma qui donc distribue les responsabilités entre l'association Idée Santé, qui a une coordination globale du projet, sa gestion administrative et stratégique, qui travaille également sur la prévention en droit à la santé sexuelle et reproductive dans l'Est guyanais, et l'amélioration de l'accès au dépistage. Le centre hospitalier de Cayenne, qui assure la mise en œuvre d'une prise en charge transfrontalière et sur l'ensemble de l'Est guyanais du VIH et des violences, de la prise en charge des violences conjugales, qui fait également de l'éducation thérapeutique
sur le VIH et le diabète et assure une amélioration de l'accès au dépistage. L'association DEPAC Frontera, donc, qui assure l'accueil et l'orientation des personnes vivant avec le VIH et des personnes vulnérables, qui fait de la médiation sociale, de la prévention en santé sexuelle et reproductive, du dépistage VIH, IST, infection sexuellement transmissible hors les murs. Et vous voyez que l'ensemble de ces activités et fonctions donc, répondent bien à l'objet social des différentes parties prenantes. Le propos peut être élargi, bien sûr, aussi aux structures de soins brésiliennes, même si elles ne sont pas directement dans le consortium et dans le schéma présenté ici, mais avec qui, bien sûr, des activités, des coordinations sont assurées, mais ça, j'y reviendrai tout au long de la présentation. Sur le critère pertinence, il nous a semblé aussi intéressant de relever que le projet est fondé sur une mobilisation originale de la base, professionnels de santé et associations. Ce sont des acteurs de terrain qui ont pu identifier les besoins et les contraintes existantes sur place pour élaborer collectivement un projet pertinent au plus près des réalités des acteurs du soin, de la prévention, de l'accompagnement social. Pour cela, ils se sont appuyés sur le cadre de rencontre de la coopération transfrontalière. Il y a une commission mixte transfrontalière qui se réunit régulièrement. Ils se sont appuyés aussi sur l'opportunité des financements Interreg Amazonie dont je parlais tout à l'heure, et un consortium associatif, ID Santé, DEPAC Frontera, s'est mis en place pour porter ce projet, et celui-ci dispose d'une indépendance et d'une souplesse qui lui permet de contourner les enjeux et les blocages diplomatiques. Sur l'ensemble de ces dimensions, on peut relever donc que le projet répond à un besoin d'intermédiation entre les acteurs de terrain et que son ancrage sur place lui permet de pouvoir expliquer les spécificités du système de santé brésilien aux acteurs français, de faciliter à l'inverse la meilleure compréhension du système français pour les acteurs brésiliens et in fine de faciliter le soin des patientes et patients brésiliens, brésiliennes et la coopération interculturelle. Et la démarche de la base, la démarche bottom-up, démontre bien quel est un gage de réussite du projet, de par ces différentes dimensions, connaissance, intermédiation, relations de proximité, donc qui permettent au projet de réaliser les activités telles qu'il le fait. Il faut noter que cette mobilisation originale s'est faite aussi dans un contexte de politique nationaliste restrictive sur la mobilité des personnes à la frontière et de pratiques et discours hostiles par principe aux étrangers. Donc au démarrage du projet, c'était même dès sa phase de conception, c'est un contexte dans lequel les acteurs auxquels les acteurs étaient confrontés, et la coopération entre les deux pays dans le champ de la santé publique se trouvait à ce moment-là limitée à une approche de répression des migrations brésiliennes en Guyane. Et dans ce contexte-là, les porteurs du projet OCS ont su mobiliser les autorités brésiliennes à Oiapoque, à Macapá, à Brasilia, aux différents niveaux, ainsi que les autorités françaises, préfecture de Guyane, ARS, ambassade de France à Brasilia, les financements panaméricains, français, européens, pour dépasser ces freins nationalistes autour d'intérêts mutuels partagés de lutte contre la pandémie, qui ont abouti à la création de la première ligne de prise en charge des PV-VIH à Oiapoque et le suivi des malades en stade SIDA à Saint-Georges et Cayenne. Et c'est assez intéressant, et probablement que le VIH a pu être j'allais dire un objet de coopération
qui a pu faire l'unanimité de part et d'autre, malgré le contexte politique que j'évoquais, pour bien faire comprendre l'intérêt pragmatique et mutuel de chacun à trouver des solutions communes et à coopérer. Et donc, ça a permis la mobilisation d'un cercle de partenaires pertinents et engagés. Et le schéma vous montre cette diversité d'acteurs qui a su se mobiliser autour du projet. Donc, le projet a su mobiliser. En termes de pertinence, on a également relevé des besoins de renforcement de capacité des acteurs que le projet a pu, auquel le projet a pu répondre, soit qu'il est en train d'y répondre, soit qu'il prévoit d'y répondre. Au niveau des santé, au niveau de DEPAC Frontera, au niveau du CDPS et des structures de soins brésiliennes. Pour ID Santé, un renforcement important a eu lieu dès le début du projet et se poursuit en termes de structuration, d'organigramme, fiche de poste et organisation. Au niveau de DEPAC, on relève que dans le cadre d'une nouvelle demande de financement auprès de l'Agence française de développement, l'AFD, donc un renforcement de capacité est prévu pour une ressource humaine dédiée qui viendra en appui à DEPAC Frontera sur la gestion administrative et la coordination. Au niveau du CDPS et de l'hôpital de Cayenne, on relève que ces structures mettent en œuvre une formation permanente des personnels qui est liée à leur fort taux de turnover, on y reviendra. Et donc, il y a un renforcement de capacité régulier et permanent qui est fait, et notamment sur donc, ces questions spécifiques à la prise en charge dans le contexte transfrontalier et interculturel, qui ne sont pas forcément évidents pour des professionnels de santé qui n'ont pas vécu sur de telles zones, et une protocolisation des activités de coopération qui est un besoin identifié par les soignantes et les soignants pour faciliter la mise en œuvre du projet en lien avec les autres acteurs. Côté brésilien, les renforcements de capacité qui ont été identifiés concernent la lutte contre les discriminations et le renforcement du respect du secret médical. On est dans un contexte d'une petite ville où tout le monde se connaît. C'est un enjeu majeur pour les personnes vivant avec le VIH qui explique aussi fortement leur souhait d'être suivis et pris en charge ailleurs que sur le territoire d'Oiapoque. Sur le plan médical, on relève un besoin de mettre en place un laboratoire de microbiologie et d'imagerie médicale, échographie, scanner qui manque aujourd'hui, qui n'est pas forcément évident à envisager, même dans un futur très proche, car il y a des limites administratives posées par l'organisation de la pyramide sanitaire brésilienne, qui fait que la ville d'Oiapoque est en dessous du seuil qui permettrait donc au ministère de la Santé fédéral de financer ce type d'équipement. Voilà pour les besoins de renforcement en capacité des acteurs. Si ça vous va, je vous propose de passer aux critères d'efficacité. Alors, sur ce plan, tout d'abord, l'atteinte des indicateurs d'activité et de résultats du projet, avec des réalisations importantes qui sont la formation binationale sur les droits en santé sexuelle et reproductive, l'ouverture d'une prise en charge donc, des PV-VIH à Oiapoque et le développement d'un parcours transfrontalier de prise en charge du VIH qui a perduré pendant la fermeture officielle de la frontière durant l'épidémie de Covid-19 et qui s'est poursuivi au-delà du contexte des restrictions sanitaires. Donc ça, c'est un point
important à noter. La mise en œuvre d'enquêtes quantitatives ou qualitatives sur les connaissances, attitudes et pratiques des habitantes et habitants et ou des professionnels de la zone sur différentes thématiques de santé, la création d'un espace ressources unique dédié à la prévention en santé sexuelle et reproductive à Saint-Georges, la case ID, la création d'un parcours de prise en charge multidisciplinaire des violences conjugales sur la rive française, la mise en œuvre d'actions de prévention et ou de dépistage coordonné et simultané sur les deux rives, le plaidoyer et le témoignage auprès des institutions françaises et brésiliennes des enjeux donc, des DSSR à la frontière. En termes d'atteinte des indicateurs, d'activité, de résultats, on peut noter que grâce à la création de la première ligne à Oiapoque en 2019, le suivi des PVVIH a pu être partagé entre les deux pays. Donc, on voit ici la courbe bleue et rouge en bas à gauche d'évolution du nombre de total de PVVIH suivi en bleu au Brésil et en rouge à Saint-Georges, avec une augmentation globale du nombre de personnes qui ont pu être dépistées et suivies. Ce qui démontre la réussite du transfert du suivi des PVVIH au Brésil, ainsi que du dépistage du VIH-Sida sur la zone. De même, la croissance du nombre d'hospitalisations entre 2019 et 2022 dans la courbe bleue en bas à droite indique une amélioration du dépistage et de la prise en charge du VIH-Sida et des maladies opportunistes associées. Et vous avez donc les indicateurs OCS 2017-2023 tels qu'ils ont été conçus au départ et les chiffres cumulés sur cette période. Je ne vous les commente pas, je pense que vous les avez vus. En termes d'efficacité, on a aussi donc des données qui nous montrent l'ampleur, la taille du public touché par les activités de prévention au Brésil et en Guyane. Et, sur à peu près une quarantaine de milliers de personnes. Et un nombre de réunions de coordination entre les acteurs français et brésiliens qui a été croissant sur la période. En termes d'efficacité, donc l'un des éléments principaux, c'est le renforcement de l'offre de soins des deux côtés de la frontière, avec donc un rapide rappel des grandes étapes du projet. La mise en place d'une prise en charge spécialisée PVVIH à Saint-Georges, au CDPS, grâce à une équipe soignante entièrement dédiée depuis 2018, complétée par une médiation en santé, des actions de dépistage, de prévention, sensibilisation, éducation à la santé, de plaidoyer et le soutien de quelques moyens logistiques. La mise en place d'une offre de soins côté Brésil, donc à Oiapoque, avec la création de la première ligne à l'UBS, donc l'unité de santé de base Nova Esperança, et des mesures spéciales pendant la pandémie de la Covid-19 et un maintien du suivi transfrontalier des PVVIH malgré la fermeture de la frontière de mars 2020 à décembre 2021. Donc, ce sont des étapes importantes pour le projet. Le renforcement de l'offre de soins, si on rentre un peu plus dans le détail, à Saint-Georges, on a un poste de médecin infectiologue et d'infirmière dédié au suivi des PVIH, donc au CDPS, qui assure une présence continue sur le VIH à la frontière, puisqu'on a, dans des périodes antérieures, ce suivi était fait depuis Cayenne avec des missions ponctuelles. La présence permanente assure une continuité des soins et une relation avec les patients qui est particulièrement importante pour une maladie comme celle-là. On a également un dépistage systématique avec des TROD lors des consultations et par des campagnes d'aller vers
grâce à une structuration de filière au sein de l'équipe soignante pour un approvisionnement régulier et financé de TROD. On a un accompagnement de patients et patientes par des médiateurs en santé, la création donc, de cases idées que je mentionnais tout à l'heure, hein, comme espace de ressources pour les habitantes et habitants de Saint-Georges, avec des consultations psychologiques, des formations, des animations, des groupes de parole, des dépistages et des sensibilisations au DSSR et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Le suivi côté OIAPOC, le suivi et la prise en charge des PVVIH, sont stabilisés sur place donc depuis 2019, hein, sans nécessité de se rendre à Macapa ou à Saint-Georges, grâce à la première ligne de soins. Première ligne qui dispose d'un poste d'infirmière coordinatrice dédié, qui travaille avec un médecin généraliste, une aide-soignante et une pharmacienne, ce qui permet aux personnes de bénéficier d'une mesure de charge virale tous les 6 mois et d'une prescription d'ARV pour 3 mois. La première ligne a aussi été l'occasion de mettre en place une filière d'approvisionnement régulier d'ARV à la pharmacie d'OIAPOC. On note aussi la présence d'une infirmière dédiée à DEPAC Frontera, ainsi que des médiatrices de santé qui assurent des actions de prévention, d'éducation thérapeutique, d'évaluation médicale et d'orientation vers la première ligne. On a donc DEPAC Frontera va orienter vers la première ligne certains patients et à l'inverse, on peut avoir aussi donc l'UBS qui oriente vers DEPAC les cas compliqués afin de faciliter leur transfert sur Saint-Georges. Et donc, c'est une coordination entre les acteurs brésiliens et français qui va permettre donc, leur transfert de l'autre côté de la frontière. On a également noté une diminution de la discrimination des PVVIH dans l'offre de soins brésilienne grâce à la première ligne sensibilisée par DEPAC avec une collaboration quotidienne a été établie, des dynamiques transfrontalières permises ou renforcées par le projet OCS. On a des conventions de coopération entre l'ARS Guyane pour la France et l'État d'Amapá pour le Brésil, qui prévoit la coordination des acteurs et la répartition des responsabilités en cas de crise humanitaire d'urgence, ainsi qu'un protocole de transfert des patients graves d'OIAPOC vers Cayenne lorsque l'hôpital ne dispose pas des capacités de prise en charge sur place. Donc, on a aussi des coopérations directes qui existent sur la zone et que le projet facilite ou renforce. En termes d'efficacité, on relève un point très important qui est la médiation en santé qui structure le dispositif selon une approche holistique. Il y a une prise en compte globale des besoins des médicaux, psychosociaux, des PVVIH et un accompagnement personnalisé et humanisé dans leur parcours de soins de part et d'autre du fleuve. Avec des médiatrices en santé et des personnels paramédicaux, psychologues, infirmières, qui sont mobilisés par les différentes structures, l'ID Santé, DEPAC Frontera, l'association DAC Guyane également, qui est partie prenante, CDPS depuis 2021, et qui joue un rôle essentiel pour construire la relation de confiance thérapeutique et assurer une traduction bilingue et interculturelle dans la relation soignant-soigné. Ce n'est pas que de la traduction linguistique. Et elles sont, ces médiatrices, un pilier du projet et permet au projet des actions d'aller vers dans les quartiers ou auprès de groupes spécifiques. Cette dimension a été particulièrement sensible pendant la période de la Covid, enfin de l'épidémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires et de circulation, avec aussi
comment dire, oui, des freins dans l'accès aux soins pour les personnes les plus vulnérables et une méfiance, j'allais dire quasi réciproque, qui avait pu émerger à ce moment-là entre certains groupes, certaines personnes et les personnels soignants et les médiatrices en santé ont pu déminer ces freins et ces relations et retisser donc des relations plus sereines. Ce sont des personnes qui sont, ces médiatrices sont des personnes qui sont recrutées parmi toutes les communautés de la zone. Donc, elle dispose d'une légitimité, d'un accueil bienveillant dans la population qui est assez intéressant. Et elles peuvent offrir une adaptation individualisée beaucoup plus fine aux situations psychosociales des PV VIH. Donc, elles ont un rôle central pour casser l'isolement et la stigmatisation de ces personnes, dont elles sont souvent les principales confidentes, parce que vu la taille géographique et humaine des deux villes de Saint-Georges et d'Oyapock, ces personnes vivant avec le VIH sont dans des stratégies de discrétion, de secret vis-à-vis de leur maladie et parfois ces médiatrices sont les seules personnes à qui elles peuvent se confier totalement avec les soignants quand ils vont jusqu'aux soins. Et leur rôle a permis de diminuer le nombre de perdus de vue et d'offrir une souplesse d'intervention hors les murs qui est importante. Peut-être pour conclure sur cette dimension, l'approche holistique du projet lui permet d'embrasser les questions des freins économiques et sociaux dans l'accès aux soins. Et on peut considérer la médiation en santé comme une réussite et un acquis important du projet, il nous semble. Avec ces questions de la participation et de l'empowerment des personnes VIH qui demeurent en filigrane du projet, mais pour lesquelles il peut exister quelques freins du fait de ce contexte que je décrivais, de villes petites où tout le monde se connaît et où les individus sont plus dans des stratégies de discrétion que dans des stratégies de militance ou d'activisme pour faire valoir leurs droits et pour s'organiser comme ça peut exister dans d'autres contextes de grandes villes, en associations d'usagers qui vont du coup réellement prendre le pouvoir, cet empowerment sur leur maladie et sur leurs relations de soins en s'organisant collectivement. Ça, c'est quelque chose qui semble un peu compliqué dans le contexte de Saint-Georges ou d'Oyapock. Et peut-être que ces dimensions-là, si elles émergent, le seront plus facilement sur les questions de violences basées sur le genre, qui sont des questions aussi importantes que le projet traite, qui n'ont pas été analysées ici dans cette évaluation. La focale de l'évaluation, comme je le disais en introduction, était sur la dimension VIH-Sida du projet. Mais en tout cas, voilà, peut-être que sur ces dimensions participation et empowerment des usagers, des patients et patientes, ce sera peut-être au travers d'une autre thématique que ça pourra se développer sur le VIH-Sida. Ça nous semble a priori plutôt délicat, on va dire comme ça. En termes d'efficacité, on peut relever donc que une amélioration de la coopération avec les autorités de santé brésiliennes grâce au projet et une forte capacité d'adaptation dans un contexte complexe et marqué par la pandémie de Covid-19. Les différentes dynamiques qu'on a décrites et réalisations qui ont pu voir le jour sont le fruit de relations de confiance tissées sur la frontière grâce au projet et à des actions concrètes. Le projet a permis de fédérer l'ensemble des acteurs et de structurer leur coopération. Il est dans une approche pragmatique et une souplesse que lui permet
statut associatif de certains des membres du consortium qui permettent de dépasser les rigidités institutionnelles des relations diplomatiques. Et donc, le projet, grâce à ces forces-là, peut s'adapter aux réalités et aux possibilités des acteurs comme des personnes qui le portent. Et il a été structuré en plusieurs volets complémentaires portés par les partenaires du consortium selon leur objet social, leur capacité, leurs compétences respectives. On l'a montré tout à l'heure dans le schéma. Et ça lui donne sa force et sa capacité d'unir l'ensemble des acteurs autour d'un même objet. L'épidémie de Covid-19 en 2020 a bien sûr perturbé les activités à Oyapok comme ailleurs, mais le projet a pu aussi démontrer son utilité à cette occasion. Comme je le disais tout à l'heure, avec le rôle des médiatrices et la relation de confiance avec les différentes communautés, communautés près de qui elles ont assuré un approvisionnement en alimentation une fois par semaine, et elles ont pu aussi faciliter donc l'accès des soignantes et des soignants à ces personnes. On a une continuité du soin pendant la période de Covid-19 qui était intéressante. Il y a eu une dérogation préfectorale pour autoriser les patientes et les patients à circuler entre les deux rives et la mise en place de moyens de transport. Donc, c'était quand même assez exceptionnel. En termes d'efficacité, une coopération transfrontalière qui nécessite un soutien institutionnel important, la dimension transfrontalière et interculturelle de la prise en charge des PVIH dans le cadre du projet induit de la complexité et des méthodes spécifiques, des charges de travail spécifiques. Et donc là, le soutien institutionnel va être central pour permettre à chaque organisation de bien fonctionner et au projet du coup de réaliser ses objectifs. Surtout que l'ensemble des acteurs sur la zone est confronté à un grand turnover. C'est le principal défi en termes d'efficacité et de pérennité. On a par exemple au CDPS des postes qui sont pourvus pour des courtes périodes. 20% des personnels changent tous les mois, 70% tournent tous les 4 à 6 mois. Et entre 2017 et 2020, la moyenne était plutôt entre 2 à 3 mois. Et il y a seulement 10% de postes fixes. On a aussi la difficulté de l'attractivité. Donc là, on a parfois des postes qui peuvent rester vacants pendant des périodes significatives. Le projet OCS a ainsi attendu 1 an en 2021 avant de pourvoir un poste d'infirmière. Au Brésil, on a la même situation. À l'UBS Nova Esperança, on a 3 infirmières qui se sont succédées de 2019 à 2021. Alors, plutôt bonne nouvelle, la 4e infirmière aujourd'hui en poste semble stabilisée. Donc, il faut espérer que ce sera vrai dans la durée. Sur la même période, 2019-2023, on a eu 3 médecins responsables de la première ligne qui se sont succédés sur l'UBS. Donc, c'est un défi pour la bonne réalisation des activités, mais pour lequel on a des efforts d'attractivité qui sont constatés. Et en termes d'efficacité, on peut aussi relever l'importance de l'enjeu de dépistage qui demeure malgré l'amélioration des chiffres. Si l'augmentation des cas dépistés est un signe de réussite,
il est aussi probablement un signe de défi encore à relever, puisque on peut imaginer que plus on fait du dépistage et plus finalement on creuse, enfin on découvre l'ampleur des besoins et on met en lumière l'épidémie cachée des personnes vivant avec le VIH et s'ignorant. Et on avait jusqu'à la mise en place de ces activités d'aller vers et de dépistage systématique et de campagnes de prévention, surtout des patientes et patients symptomatiques qui venaient consulter, ce qui ne représente donc que la pointe de l'iceberg. Et aujourd'hui, on considère que le défi d'identifier les personnes asymptomatiques vivant avec le VIH demeure encore important. En termes d'efficacité, je vais essayer d'aller un peu vite, excusez-moi, la matière est riche. Je vais essayer de ne pas trop détailler, mais néanmoins de pouvoir tout vous présenter. En termes d'efficacité, on note des défis de coopération interinstitutionnelle entre les deux systèmes de santé qui freinent les potentialités du projet. Il y a un problème de confiance dans le système de santé brésilien de la part des PV-VIH. Et cette question de l'anonymat et de la peur du rupture du secret médical dans le parcours de soins au Brésil, qui sont des limites de l'offre de soins jugées importantes, qui peuvent freiner les transferts de patients de Saint-Georges vers la première ligne, s'ils ne sont pas travaillés et accompagnés, notamment avec la médiation de santé et avec l'ensemble des acteurs du parcours de soins. En termes de limites d'offre de soins au Brésil, on a aussi la structure de référence AMACAPA, qui est le SAE, qui se trouve loin des patientes et des patients de la frontière, ce qui induit des coûts importants. Cette structure de référence a un service d'infectiologie qui ne dispose que de 2 infectiologues pour 4500 patientes et patients. Donc, il ne dispose pas de moyens de faire du diagnostic de maladies opportunistes, comme on peut en trouver côté français. Et on constate un fort taux de décès des patientes et patients SIDA qui est rapporté. De même, à Oiapoque, l'hôpital ne dispose pas d'infectiologue ni de tests en microbiologie, ce qui l'empêche de réaliser un diagnostic des maladies opportunistes suffisant. Et donc, ce qui explique aussi la nécessité de la poursuite des traitements de ces maladies au CDPS. On constate aussi des difficultés de communication, de co-construction, de coopération entre certains acteurs, y compris au sein des acteurs brésiliens, entre les différents niveaux de la pyramide sanitaire, du fait des distances, des manques de moyens ou de priorisation sur la question du VIH. Donc des difficultés à travailler avec les structures de référence de Macapa. Sur Oiapoque, il y a aussi des marges de progression en termes de communication. Si ça se passe ça se passe très bien avec la première ligne UBS, avec l'infirmière dédiée à temps plein sur le suivi VIH. La communication se fait moins avec le médecin de l'UBS, médecin généraliste, qui lui n'a pas que la question du VIH à prendre en compte. Et pourtant, donc c'est un médecin qui partage des patients avec l'équipe du CDPS. La communication avec l'hôpital, entre le CDPS et l'hôpital, est bonne lorsqu'il s'agit d'organiser des transferts. Mais par contre, au niveau donc, du secrétariat à la santé de la ville, de Oiapoque, qui est le niveau administratif et politique qui chapeaute directement l'UBS. Là, il y a un fort turnover des responsables et une difficulté à tisser des liens et à ce qu'ils priorisent ces questions de santé sexuelle et reproductive.
Et on touche là aussi à la complexité des différents niveaux administratifs et juridiques, hein, entre le niveau municipal, estadual et fédéral au Brésil, qui compliquent la communication entre les différentes structures et aussi entre les différents acteurs du projet. Et on relève en termes de marge de progression le manque d'un protocole d'adressage des patients entre les différents acteurs du projet. Peut-être je ne développe pas, mais si vous avez des questions là-dessus, j'y reviendrai. Sur le critère suivant, donc là je vous ai présenté les deux premiers critères, pertinence, efficacité. Sur celui des partenariats, le projet repose sur un dispositif opérationnel original, un consortium multi-acteurs public-privé, qui offre de grandes capacités d'adaptation et de réactivité pour faciliter la coopération transfrontalière dans un contexte complexe et mouvant. Il constitue le premier projet opérationnel de coopération de la Guyane avec ses voisins qui fonctionne. Ça, c'est un point à relever. En termes de progression, des marges sont identifiées pour améliorer la coordination d'ensemble et éviter la mise en œuvre en silo des axes du projet qui sont confiés donc à chaque partenaire individuellement. Ça fait sa force en termes de cohérence, chacun étant bien sur son objet, ses compétences et ses centres d'intérêt. Mais ça complexifie les besoins de se réunir autour d'objectifs partagés, ce que permet le projet, mais du coup, c'est un effort permanent à faire et sur lequel il reste encore des marges. Le fait que le projet soit confronté à la complexité des systèmes français et brésiliens de santé et de prise de décision politique aux différents niveaux, hein, j'ai parlé de la complexité brésilienne, mais la complexité française et européenne est également présente, avec des centres de décision qui sont éloignés de Saint-Georges, hein, sur Cayenne, Paris et Bruxelles, on va dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, cette complexité doit être prise en compte également dans la conduite du projet. Et enfin, les freins linguistiques et culturels et interculturels, pardon, sont également identifiés. Ça fait partie aussi de la complexité de ce projet. En termes d'impact, donc critères suivants, on a relevé plusieurs niveaux d'analyse, hein, enfin on a envisagé plusieurs niveaux d'analyse du point de vue des bénéficiaires du projet, d'une part, du point de vue de la santé publique en général et du point de vue des parties prenantes rencontrées dans le cadre de l'évaluation d'autre part. Sur tous ces points, l'impact du projet est jugé satisfaisant. On a essayé de mesurer la réussite de la prise en charge et du suivi de qualité des personnes VIH avec deux facteurs clés. L'accès à des soins de qualité, où l'adhérence des PV-VIH s'est améliorée, hein, comme on indique le nombre de patientes et patients perdus de vue qui ont diminué. On a un nombre de perdus de vue remises dans le parcours de soins en forte augmentation, grâce à l'accompagnement des médiatrices et des médiateurs en santé et à l'éducation thérapeutique dont ils bénéficient. On a une charge virale contrôlée qui diminue significativement jusqu'à devenir indétectable, hein, preuve que le projet a un impact visible sur l'état de santé des PV-VIH suivis au CDPS et l'augmentation de leur défense immunitaire. Donc là, vous avez les chiffres sur le taux de PV-VIH suivi avec une charge virale indétectable au dernier bilan sur 2020-2023. Et le taux de PVIH diagnostiqué et en accès simple à un suivi de qualité, ainsi que le nombre de PVIH perdus de vue de 2018-2022, donc en rouge, celles qui sont perdues de vue et non remises dans le parcours de soins, et en bleu,
celles qui sont remises dans le parcours de soins, donc là sur la Guyane. Et on peut, au travers de ces différents indicateurs, de diminution de la charge virale contrôlée et forte augmentation du nombre de pertes de vue remises dans le parcours de soins, en déduire aussi un impact plus large sur la diminution du risque de contamination en Guyane et au Brésil. En termes d'impact, on peut relever un caractère d'exemplarité du seul projet transfrontalier en santé à cette échelle, qui dispose d'un fort potentiel d'impact grâce à une éventuelle duplication sur d'autres territoires et grâce à des professionnels de différents pays qui travaillent ensemble de manière pragmatique sur une échelle à taille humaine et qui font évoluer les pratiques de soins. La production de données scientifiques sur la situation de la santé publique sur la frontière et leur diffusion dans les milieux de la recherche et auprès des décideurs des politiques de santé publique, qui est à relever, toutes ces études et recherches que j'évoquais tout à l'heure, parlant de la revue documentaire, qui sont aussi des réussites du projet. Un effet induit du projet qui est apparu au travers de la reconnaissance institutionnelle du projet OCS qui a été constaté pendant l'épidémie de Covid-19 auprès des acteurs franco-brésiliens avec cette dérogation préfectorale pour la circulation des patients et le maintien du suivi. Sur les marges de progression, si l'impact économique du projet sur le système est évident, il serait intéressant de le mesurer objectivement et précisément de manière un peu plus fine. Critères de durabilité. Sur le plan de la durabilité, le projet bénéficie aujourd'hui de bases acquises d'intégration de la prise en charge des PVIH sur la zone, qui sont ancrés auprès d'acteurs publics pérennes, le CDPS, l'UBS, CHC. De plus, le projet répond à un besoin de protection des victimes de violences basées sur le genre qui demande à s'inscrire dans la durée. Et en outre, le projet OCS bénéficie du soutien des financeurs à moyen terme, ce qui lui donne une certaine visibilité pour les années à venir. Donc, ça, ce sont les forces sur le critère de durabilité. En termes de progression, les marges identifiées pour trouver des solutions au sous-financement structurel et à la précarité des acteurs. Donc, oui, de précarité des acteurs dans un contexte de travail difficile est un point important. Le projet OCS et les acteurs associatifs qui le portent ne sont pas dans une situation spécifique comparativement à d'autres contextes. Néanmoins, c'est un vrai enjeu, ce sous-financement structurel et cette précarité des acteurs. Notamment pour la médiation en santé, qui a démontré son utilité, mais qui cherche encore son modèle économique au sein du secteur associatif. Et la part que les pouvoirs publics peuvent y prendre exactement, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement stabilisé, on va dire comme ça. De manière plus globale, le projet apporte une réponse à des besoins individuels des personnes vivant avec le VIH, sans parvenir encore à répondre entièrement aux besoins de changement systémique. Donc là aussi, ce sont des questions de prise de décision politique qui sont nécessaires pour assurer cette stabilité, cette pérennité, cette durabilité dans la durée, notamment au Brésil. On peut dire que si le risque de dépendance vis-à-vis du projet a pu être évité avec la création de la première ligne et des financements nationaux, fédéraux et de l'État et de la ville en direct,
il faut circonscrire ce risque sur l'avenir si on envisage une future montée en gamme du projet. Et le fait que au Brésil, on manque de données fiables et consolidées sur Oyapock, hein, ce qui est relevé dans la thèse de doctorat du docteur Flavia Divino, ça constitue un frein à la prise de conscience et à la prise de décision par les autorités publiques brésiliennes, qui semblent à ce stade ne pas tenir suffisamment compte des spécificités de la frontière, et donc réfléchir au Oiapoque comme y réfléchissent n'importe quelle autre ville du pays. Donc voilà, ça fait partie des petits points, petites marges de progression en termes de durabilité. Pas tant, j'ai envie de dire, du projet que de durabilité des effets de ce que le projet a déjà pu produire. Si ça vous va, je vous propose de passer directement aux recommandations stratégiques et opérationnelles. C'est la dernière slide, je vous rassure, et après je vous passe la parole. Sur le plan stratégique, afin de consolider le projet OCS et de démultiplier ses potentialités effets de long terme, les recommandations stratégiques suggèrent de créer un comité de coordination de la coopération en santé à la frontière, regroupant régulièrement les structures de soins de la zone, hein, CDPS, UBS, hôpital Estadual d'Oiapoque, et ponctuellement leur tutelle, CHC, ARS, secrétariat municipal de santé d'Oiapoque, SAE de Macapá, le secrétariat estadual de santé de l'Amapá, secrétariat estadual de prévention et vigilance de l'Amapá, une distinction entre l'offre de soins et la santé publique, deux secrétariats différents. Ainsi que les associations de médiation en santé, ID Santé, DAC Guyane, DEPAC. Donc un comité de coordination ayant pour objet peut-être d'élargir le champ de cette coopération sur différentes thématiques de santé publique, mener une réflexion conjointe avec les autorités sanitaires de la France et du Brésil sur un passage à l'échelle du projet. Donc, ça peut être complémentaire du premier point, l'un pouvant renforcer le second, l'un pouvant renforcer l'autre. Assurer un plaidoyer en faveur d'une plus grande intégration des deux systèmes de santé sur la frontière. Comme on le disait en introduction, on a un seul bassin de population en fait, et c'est vraiment les questions administratives qui les distinguent. Étayer le plaidoyer en faveur de la coopération et de la médiation en santé en s'adossant à des données objectives issues de nouvelles études et recherches en partenariat avec les laboratoires universitaires français et brésiliens. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça pourrait encore être augmenté à l'avenir. En termes de recommandations opérationnelles, il est recommandé d'améliorer le pilotage coordonné de l'ensemble du projet pour limiter les effets de silo et favoriser les synergies, favoriser la formation d'un personnel dédié au CDPS et la formalisation de protocoles spécifiques pour pérenniser le suivi des PV-VIH et la prise en charge des violences basées sur le genre, poursuivre la diffusion d'une communication claire sur le projet, en interne et en externe, poursuivre et renforcer l'éducation thérapeutique, les démarches participatives et d'empowerment autour de la médiation en santé, renforcer la structuration des actions associatives et communautaires, renforcer la collecte de données et leur consolidation pour mettre en évidence les effets du projet. Voilà, je vous remercie et je vous propose de passer aux questions si vous en avez. Sophie, je te laisse répartir la parole. Madame Sobak. Oui, merci. Écoutez, je me lance si personne n'y va. J'avais plusieurs niveaux de questions par rapport aux recommandations
la création d'un comité de coordination, finalement, par rapport à la commission mixte qui existe aujourd'hui, ce serait un comité de coordination ce serait un comité de coordination associé au seul projet sur la coopération transfrontalière. Et en termes opérationnels, aujourd'hui, la commission mixte, elle a quoi comme poids? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport au transfert des patients. Je suis pas sûre d'avoir bien compris de quel transfert on parle finalement. Est-ce que c'est un transfert entre les deux structures frontalières? Est-ce que c'est un transfert vers les structures hospitalières de recours Cayenne ou Macapa? Et dans ce cas-là précis, est-ce qu'on a un bilan en termes de chiffres, d'organisation de ce circuit? Marc, je te laisse peut-être répondre pour la première, mais pour la deuxième, on peut proposer à Mathilde ou à Aude de répondre. Oui, avec plaisir, bien sûr. Sur le premier point, effectivement, l'idée, c'est pas de se substituer à la commission mixte transfrontalière, mais c'est de créer un niveau plus opérationnel et plus plus territorialisé sur le bassin du fleuve stricto sensu, enfin, de venir permettre aux acteurs directs du soin sur Saint-Georges et sur Oyapock de se coordonner dans un cadre régulier et de bénéficier, enfin, finalement, de bénéficier des liens interpersonnels et professionnels qui ont pu se constituer grâce au projet pour peut-être aller plus loin. Le projet étant focalisé sur quelques thématiques de santé publique, il apparaît intéressant d'élargir ce propos et de proposer un cadre de rencontre où ça puisse se discuter, s'envisager, s'élaborer et aller un peu plus loin. Les commissions mixtes étant quelque chose de plus large, impliquant des acteurs nationaux, fédéraux des deux pays et dans le cadre duquel ces questions-là peuvent se discuter, y compris entre les mêmes acteurs qui sont listés ici, mais dans des petites réunions, en aparté au sein de la commission. Mais finalement, c'est le niveau opérationnel qu'il s'agirait de pouvoir mettre en place et de le faire de manière beaucoup plus régulière et de proximité, en fait. C'est ça l'esprit de ce comité de coordination qui serait proposé. Comité de coordination qui peut s'envisager au sein du projet ou s'envisager en parallèle du projet. Donc là, c'est pas forcément... moi, là, la recommandation de l'évaluation, elle est faite au projet. Enfin, l'évaluation se fait au travers du projet. Donc, la recommandation s'adresse au projet et aux différents acteurs du projet et parties prenantes au-delà du projet. Donc, ça me semblerait intéressant qu'on bénéficie, on s'appuie sur ces dynamiques déjà existantes et qui ont été permises très largement par le projet pour aller plus loin. Voilà. Mais l'idée, c'est aussi d'être dans quelque chose qui s'institutionnalise sur la durée, donc qui va au-delà aussi d'une durée de vie de projet. Donc, voilà, en tout cas, c'est l'esprit de cette recommandation-là. Si je peux compléter, ça rejoignait en tout cas déjà nos réflexions qu'on avait eues en interne. En fait, la coopération transfrontalière, ce qu'on a pu percevoir sur cette première phase qui a duré de 2017 à 2023,
c'était qu'en fait, en ayant une présence continue et locale à la frontière, du coup, on a pu commencer à régler concrètement des problématiques, mais en réglant ces problématiques-là, on en a découvert d'autres, ou alors du coup, on a pu du coup les mettre en. On savait qu'elles étaient là, mais on a pu commencer à les traiter. Et en fait, la crise Covid a aussi été une sorte de, du moins été une temporalité. Il y a eu un avant, un après, et c'est vrai qu'avec la crise Covid, il y a eu un temps où en fait, chaque rive s'est aussi, chaque acteur s'est focalisé sur sa rive, vu que la frontière a quand même été fermée pendant 2 ans. Donc on a pu, du coup, continuer nos échanges pendant 2 ans. On a pu bénéficier aussi d'autorisations exceptionnelles de la part de la préfecture et de la police fédérale brésilienne, où en fait aucun autre acteur que les acteurs du projet OCS avait l'autorisation de passer sur le territoire, de passer sur l'autre territoire en fait. Et ce qui nous a permis de garder des liens, mais ce qui a fait qu'il y a quand même eu un ralentissement, et que il y a besoin de se coordonner de manière régulière, à la fois nous, entre acteurs du consortium, et c'est là-dessus, concernant du moins la préconisation, de Marc, sur le fait de travailler notre coordination, pour qu'elle soit moins en silo. C'est qu'en fait, chaque acteur s'est aussi beaucoup focalisé sur ses actions, et du coup, il y a de la communication, de l'articulation, mais elle est pas suffisante, et c'est ce qu'on a noté et ce qu'on voudrait développer. Et le problème des commissions mixtes transfrontalières et des conseils du fleuve dont Marc a pas parlé, c'est qu'en fait, ce sont du coup des instances qui sont ponctuelles, qui souvent peuvent ne pas se réunir pendant plus de 2 ans, et du coup, c'est trop éloigné, et peut-être pas assez opérationnel ensuite dans les déclinaisons. À un moment donné, il y avait aussi un groupe de travail santé, qui était une déclinaison de la CMT, qui était copilotée par l'ARS et le secrétariat de la santé estadual du Brésil, qui du coup permettait aussi des temporalités plus rapprochées. Et ça va dans le sens aussi de ta deuxième question, c'est que ça doit permettre aussi de favoriser les transferts, les adressages, la formalisation de protocoles là-dessus. Enfin, je vais laisser les collègues, Sophie, tu proposais, qui répondent à ta question sur les transferts, mais ça fait lien aussi parce que cette coordination peut aussi permettre d'opérationnaliser, de faciliter ces différents transferts. Sophie, tu avais proposé de passer la parole Je à… pense que Mathilde répondra mieux, elle est plus dans l'opérationnel, même si elle est plus récente sur le projet. Mathilde répondra mieux sur le côté des transferts. Oui, du coup, la question des transferts, elle se pose dans les deux sens. Dans le sens Brésil-Guyane pour les nouveaux patients, les patients avec gravité ou avec des infections opportunistes. Et je pense que il y a une bonne, un bon cadrage des cas dans lesquels un transfert doit être proposé vers le côté français. À savoir toute suspicion d'infection opportuniste, une découverte pendant la grossesse ou un besoin de suivi de la mère et de l'enfant conjoint pour éviter la transmission materno-fétale, et les VIH au stade SIDA globalement, qui nécessitent un suivi biologique assez particulier. Et en fait, je pense que c'est assez bien cadré, mais malgré tout, il y a quand même des difficultés à formaliser ça sur le terrain, parce que donc les médecins référents des UBS sont des médecins généralistes qui ne connaissent pas forcément très bien le VIH. L'infirmière dédiée, elle, qui est en contact avec les patients, elle ne peut pas passer outre une décision médicale, une prescription ou une décision, et aussi qu'on n'a pas de lien direct avec ces médecins des UBS, nous en tant qu'infectiologues. Et même les médecins du CDPS, alors c'est plus Jean-Yves Catin qui pourrait répondre pour ça, mais en fait,
C'est un lien qui est en train de se faire, on va dire, qui est en train de se mettre en place, mais c'est plus des échanges WhatsApp avec les médecins de l'hôpital. Enfin, voilà, c'est pas très formalisé, ça, sur le lien et les discussions qu'il peut y avoir autour des patients pour ça. Et du coup, on observe quand même des patients qui arrivent un peu tardivement, qui sont transférés, mais un peu tardivement, qui du coup nécessitent des hospitalisations ou en tout cas nécessitent des prises en charge qui sont prises un peu plus tardivement pour leur infection opportuniste ou dans des situations un peu plus graves. Ça, c'est pour le transfert. Après, du coup, le transfert de Saint-Georges vers les structures, les structures d'hospitalisation de Cayenne, ça pose aussi quelques problèmes à la fois qui sont pas de l'ordre du suivi VIH, mais qui sont plus de l'ordre de, globalement, la gestion de l'hôpital de Cayenne et des centres de santé, comment les patients sont transférés de l'un à l'autre en fonction de leur degré d'urgence. Et ça, c'est des questionnements qui sortent un petit peu du projet, parce que le SAMU n'est pas forcément en capacité de venir chercher tous les patients avec des signes de gravité s'ils ne sont pas en urgence vitale, qu'il y a un nombre d'ambulances limité, que les patients sans droit ne peuvent pas forcément bénéficier des ambulances pour être pas médicalisées, mais au moins encadrées pour les transports. Donc ça, c'est d'autres problèmes logistiques pour les transferts vers Cayenne. Après, il y a un circuit entre Saint-Georges et Cayenne sur le plan médical qui fonctionne très bien, puisqu'il y a un infectiologue référent pour les centres de santé qui vient tous les mois au centre de santé. Les médecins peuvent se référer à cet infectiologue, moi en l'occurrence en ce moment, pour des avis, des choses comme ça. Et moi, je suis en lien aussi avec les médecins de Cayenne, des services d'hospitalisation pour justement transférer les dossiers, les patients, les avis, les choses comme ça. Donc, dans ce sens, à partir de Saint-Georges, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et dans l'autre sens, c'est aussi assez encadré. À quel moment les patients qui ont été dans le soin à Saint-Georges repassent sur le soin de la première ligne à Oyapock, ça c'est cadré. C'est les patients qui n'ont plus d'infection opportuniste traitée, donc qui sont stabilisés à la fois sur les autres infections et sur leurs critères immunovirologiques. Donc, ils sont à plus que 200 CDK, donc plus immunodéprimés et avec une charge virale indétectable ou en tout cas bien observée. Donc, à ce moment-là, le transfert, il se fait via l'association de DEPAC. Moi, je prépare tout le dossier avec toutes les informations médicales qui est donné via les médiateurs. Et les médiateurs accompagnent les patients à la première ligne avec ce dossier. Et donc, ensuite, ça leur permet, on s'arrange en termes de délai au niveau des ordonnances pour que la première ligne puisse s'organiser pour commander les médicaments, les choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien fluide dans ce sens-là. Peut-être juste pour compléter, parce que tout le monde, du moins il n'y a pas eu forcément beaucoup de détails sur ce dispositif de la première ligne, mais en fait le dispositif première ligne, c'est un dispositif, de droit commun, de l'État, brésilien qui est, du coup qui est, en fonction des bassins de population. Et en fait, au Brésil, en fonction du du nombre d'habitants, on a accès à tel ou tel, dispositif, d'accès. Et dans le cadre des premières lignes, ne peuvent pas être pris en charge les femmes enceintes, les personnes, en stade SIDA et les mineurs. Et donc en fait, c'est pour ça qu'à Oyapock, du coup, ces patients-là sont des patients, bien, spécifiques. S'il n'y avait pas une prise en charge conjointe avec le côté français, en fait, ces patients devraient aller à Macapá, qui est à 12 à 24 heures de transport en bus, aux frais des patients et pour y rester au minimum une semaine, pour le temps d'avoir leur prise en charge, en sachant que pour tout l'Amapá et le nord du Para, il y a 2 infectiologues pour 5 000 patients.
Et donc c'est pour ça qu'en fait ces patients, déjà avant la première ligne, du coup, ils ne venaient qu'à Saint-Georges, qui est à 1/4 d'heure de pirogue. Ou ils ne venaient tout simplement nulle part et c'est pour ça qu'on avait aussi un taux, du moins un nombre de PVVIH perdus de vue, voire un réservoir assez important et du coup, l'idée a été vraiment de travailler à la fois à renforcer le droit commun brésilien, mais en prenant en considération, la les forces de chaque système de santé pour pouvoir mettre en place quelque chose de fonctionnel et équitable. Parce que côté français, ce qui coûte le plus cher, c'est les antirétroviraux. Or, le Brésil, du coup, lui, est un pays pionnier, sur la production d'ARV, génériques et qui, eux, ont un coût et une facilité de délivrance, on va dire, beaucoup plus simple, que côté français. Merci. Que d'autres questions Louise? Oui, merci déjà pour cette présentation, c'était très intéressant. Et alors, j'ai peut-être pas toutes les informations concernant la méthodologie de cette évaluation. Donc, il s'agit d'une phase 1. Donc, vous avez fait le choix de faire un focus sur le VIH/SIDA. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? C'est ma première question et qu'en est-il de la suite, en particulier sur les autres sujets, concernant la planification familiale, les violences, basées sur les genres? Voilà, qu'est-ce qui est prévu pour la suite en termes d'évaluation? Et j'avais juste une toute petite question concernant, l'impact sur, donc vous nous avez donné, des chiffres concernant la file active et les perdus de vue, donc chiffres qui montrent, réellement l'intérêt, de cette coopération et on n'en doutait absolument pas. Concernant les personnes dépistées à un stade tardif, est-ce que vous avez des données, là-dessus, par rapport au début du projet? Est-ce que voilà, vous avez des chiffres clés un peu, là-dessus? Merci. Merci. Alors, Sophie, je pense que c'est plutôt à toi que s'adresse la question du cadrage initial sur le VIH/SIDA. Oui, donc les 2 premières et peut-être la troisième plus sur Aude, en fait, au niveau du Corévi. J'avoue que les chiffres, c'est pas trop mes amis. Du coup, alors pourquoi le choix du VIH, comme sujet principal sur cette évaluation? C'est parce qu'en fait, c'est sur les 3 objectifs du projet qui étaient VIH, violence faite aux femmes et grossesse non, planifiée, c'est en fait, l'axe qui a avancé le plus sur les 6 premières années de mise en place du projet. Donc c'est, là-dessus où on avait le plus de choses à pouvoir évaluer, à avoir un vrai travail de coopération qui a pu être mené sur, 6 ans de manière vraiment opérationnelle parce qu'il y a eu aussi, l'interruption un peu covid avec cette fermeture, de 2 ans de la frontière. Et voilà, alors que, sur les, violences faites aux femmes qui a été le 2e objectif débuté sur cette coopération transfrontalière, on a démarré juste avant, la fermeture de la frontière. Donc pendant 2 ans, on n'a pas pu aller très, très vite et donc c'est en train de s'accélérer et sur la 2e phase, les violences, conjugales mais aussi liées au genre, du coup vont vraiment être la priorité en fait de la 2e phase du projet. Et du coup, on a démarré déjà à travailler dessus et il y aura aussi un fort focus sur les grossesses, non planifiées avec, notamment DEPAC qui est financé, pour travailler sur, l'accès à l'avortement légal côté Brésil. Donc c'est un peu, ça qui a été, du coup qui a guidé notre choix en fait. Voilà. Et du coup, Merci. du moins 2e point, j'y ai un peu répondu, mais aussi on va dépasser du moins on a vu que sur le VIH, on a pu avancer, quand même beaucoup sur la première phase et donc là, l'objectif, c'est d'ouvrir, sur, les, maladies opportunistes et toutes les autres infections sexuellement transmissibles. En fait, dans l'idée, c'est de vraiment renforcer cette coopération transfrontalière et de pouvoir aussi optimiser et mutualiser sur ce qu'on a pu apprendre sur cette première phase pour pouvoir ouvrir un petit peu l'éventail, on va dire.
Merci beaucoup. Voilà, avec une Alors, approche vraiment globale, sur la prévention parce que soigner, c'est bien, mais c'est encore mieux si on peut réussir à éviter des personnes, en situation. Aude? Sur les données oui, chiffrées, peut-être, alors, Aude? Oui. oui, alors moi j'ai toujours un peu de mal avec les questions en cascade. Quand je pars sur une première, j'oublie la suivante. Juste, tu peux me la reformuler pour que je parte pas dans tous les sens comme j'ai l'habitude de faire. Mais non, Aude, pas du tout. C'est quelqu'un de très synthétique. Je me demandais si vous aviez, au cours du projet, vu un impact sur le nombre de personnes dépistées à un stade tardif. Est-ce qu'on parvenait à dépister plus précocement les personnes vivant avec le VIH? Voilà, c'est juste une donnée un peu complémentaire de celles qui ont été données sur les perdus de vue, sur l'augmentation de la file active. Les problématiques de dire, en fait, est-ce qu'on dépiste plus tôt est toujours plus compliqué parce qu'il faut toujours faire un comparatif et qu'on a eu des phases assez différentes. Comme l'a expliqué un petit peu Sophie, c'est il y a eu plusieurs choses qui ont été mises en place. Et dans un premier temps, c'était tout le suivi qui était fait sur Saint-Georges. Puis, il y a eu les transferts et les transferts ont eu lieu fin 2019, courant 2019, début 2020. Et on a eu un Covid. Donc, c'est sûr qu'on a eu pas mal de nouveaux diagnostics et des nouveaux diagnostics en stade SIDA, mais il y a des facteurs confondants, dont l'épidémie et le fait que même en France, en métropolitaine, en région guyanaise, on a eu plus de retours de perdus de vue ou de nouveaux patients qui étaient plutôt en stade SIDA. Donc, c'est vrai que de pouvoir faire le point sur le côté impact est assez compliqué. Après, là, on attend. Il y a eu l'an dernier, il y a eu un étudiant de master 2 qui a travaillé en fait sur toutes les données VIH, sur l'OCS. Donc là, il y avait les dernières petites modifications, mais je ne me rappelle pas qu'on ait vu un impact dessus. Là, j'ai un petit trou. Mais après, de toute façon, plus on dépistera tôt, ça reste, ça c'est certain. Et par contre, on a vu une amélioration du suivi, du succès thérapeutique, donc moins de transmission. Donc sur ça, il y a l'impact est certain. Et peut-être aussi, du moins ce qu'on a pu vraiment percevoir, mais je ne sais pas, on attend les chiffres au niveau VIH de l'étude. Mais, ce qu'on a pu percevoir par contre sur les violences conjugales, c'est qu'en fait, on a eu une sorte d'effet rebond. C'est-à-dire qu'en commençant à agir, sur, ce sujet-là, on a augmenté le nombre de nouvelles, du moins de femmes, du coup qui ont porté plainte, qui sont venues nous voir et tout ça et du coup, je pense qu'au niveau VIH aussi, on dépiste, peut-être que ça va pas descendre ou ça va pas montrer des chiffres qui vont montrer un dépistage plus précoce, mais parce qu'on est en train de dépister aussi ceux qui connaissaient pas leur statut depuis très, très longtemps, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avais juste une autre concernant, vous parliez de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Donc, c'est, j'imagine, des données que vous avez recueillies suite aux entretiens auprès des personnes suivies dans ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur des données un peu qualitatives là-dessus? C'est particulièrement intéressant et c'est vrai qu'on nommait un petit peu le facteur psychosocial aussi et la lourdeur que ça peut représenter de vivre avec cette maladie. Donc, je trouve que c'était très intéressant de pouvoir en parler. Est-ce que vous avez des données un petit peu plus qualitatives à ce sujet-là et le recueil qui s'est fait d'ailleurs Alors, ce sont des données qui existent au-delà même du projet OCS. Enfin, je veux dire, avant même ce travail d'évaluation, sont des données bien documentées dans la littérature, avec une particularité là sur la zone de concentration de vulnérabilité dont on a parlé et le schéma OMS que j'ai présenté à l'écran montre bien toute l'intrication des dimensions
psychosociales, économiques, politiques, qui vont être des facteurs de sur-risque pour les personnes, et la discrimination dont elles sont victimes est bien entendu un de ces facteurs, avec une diversité liée aux particularités de chaque groupe. Enfin, chaque personne a sa propre histoire de vie, et les personnes ne sont pas victimes des mêmes formes de discrimination selon qu'elles appartiennent à un genre ou à un autre, à un groupe ou à un autre. Donc là-dessus, c'est assez complexe sur cette zone, qui est une zone. Enfin, on pourrait remonter dans l'histoire, hein, parce que je pense qu'on est dans un contexte colonial, post-colonial, et où les questions sociologiques de structuration du peuplement des deux villes, des deux côtés, même si les histoires sont tout petit peu différentes, sont quand même fortement teintées de racisme, fortement teintées d'esclavagisme, et de ce qu'il en reste encore aujourd'hui, la question de l'orpaillage sur la frontière, enfin sur les deux côtés de cette forêt, de cette frontière, les différents trafics humains, trafics de drogue, et les différentes vulnérabilités et formes de prostitution qui peuvent exister. Enfin, en fait, la liste est assez grande. Et dans les entretiens, c'est revenu. Alors, c'est revenu, bon, c'est un exercice d'évaluation qui est limité dans le temps, et on rencontre les gens sur des entretiens d'1 heure, 2 heures. On ne peut pas rentrer dans une finesse qualitative sur des questions qui sont aussi sensibles que celle-là. Mais par contre, le projet a la particularité d'avoir un corpus de recherche et d'études très riche, qui lui-même fait référence à d'autres études et recherches, qui permet d'aller beaucoup plus loin et de mieux comprendre toute cette intrication et cette profondeur historique, sociale, économique, et de bien les mettre en perspective. J'espère que vous aurez le temps de jeter un coup d'œil sur le rapport. Il est un peu long et détaillé, mais il y a toute une bibliographie, il y a aussi des annexes, notamment sur ces questions-là, et les différents schémas là, que je vous ai montrés, qui sont des schémas intéressants, il me semble, à approfondir et à avoir à l'esprit quand on touche sur ces questions-là, quand on traite de ces questions-là. J'espère que j'ai répondu à votre question sans partir trop loin dans l'histoire. Merci. Bah, si il y a des études spécifiques, si vous avez accordé du temps à ces données qualitatives pour les analyser, c'est vraiment très intéressant. Merci. Madame Hauser? Oui, j'ai mis juste ma caméra. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais une question sur un peu le phasage et la temporalité pour la mise en place des recommandations et comment ça s'articulait avec la phase 2 du projet, qui, je comprends, compte élargir le scope aux maladies sexuellement transmissibles de manière plus large, et pour la gestion des violences faites aux femmes et la planification des grossesses. Du coup, est-ce que vous aviez une idée un petit peu des prochaines étapes du calendrier? Oui, du coup, donc en effet, du moins le phasage, en fait, c'est un peu calé sur le financement principal, qui est le financement du programme de coopération Interreg Amazonie, du coup, qui cofinance le projet depuis 2017, et dont la première programmation, on va dire, s'est terminée en juillet 2023. C'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on a aussi fait réaliser cette évaluation de fin de phase.
Et donc du coup, on a démarré sur une deuxième phase depuis août 2023 et l'objectif du coup est de pouvoir donc élargir le spectre depuis le VIH jusqu'à toutes les, du moins jusqu'au à toutes les infections sexuellement transmissibles et les maladies opportunistes liées au VIH, de basculer, du moins d'élargir des violences conjugales aux violences liées au genre, c'est-à-dire à la fois à toutes les violences faites aux femmes et aux communautés LGBT. Et aussi de travailler sur l'objectif qui est des grossesses non planifiées, à la fois côté France où du coup on a une législation différente de celle du côté Brésil où d'un côté l'avortement est autorisé, de l'autre il est vraiment très limité. Voilà, donc du coup, on est déjà dans cette mise en œuvre et cette ouverture du spectre avec donc des activités qui montent en puissance, bien qu'on reste en attente du comité de nouvelles programmations pour, du programme de coopération Interreg Amazonie. Et là, ce qui est prévu notamment, c'est une mission plaidoyer à Macapá et Brasilia dans 15 jours pour justement pouvoir présenter le même bilan qu'on a pu vous présenter aujourd'hui aux autorités brésiliennes, hein, et leur présenter aussi cette deuxième phase avec avec les objectifs, en sachant que dedans, on a un des objectifs principaux de cette deuxième phase, serait de créer un centre d'accueil et d'hébergement pour les femmes victimes de violences à la frontière. Donc un centre qui serait positionné à Oiapoque, géré par l'association brésilienne d'EPAC Frontera, mais qui serait ouvert à toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité. Et dans ce cadre-là, on est appuyé par l'ambassade de France et du coup, on a fait une demande aussi auprès de l'Agence française de développement au niveau de Paris pour pouvoir avoir un financement complémentaire. Merci. De rien. Solange? Merci Sophie, merci tout le monde. Bonne présentation Marc, vraiment c'est un beau travail qui nous permet d'avoir un aperçu assez compréhensif de la situation à la frontière. J'ai deux petites questions. La première, ce serait concernant les adolescents. Est-ce que vous avez vous avez eu des données durant les entrevues et tout ça? Est-ce que vous avez eu des données sur l'accès aux soins et, disons, je peux dire l'accès aux soins et aussi le taux de transmission VIH parmi les adolescents? Deuxième question, ce serait regardant la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Est-ce que vous avez des données ou des défis que rencontrent les femmes lors de leur soit consultation prénatale, mais surtout accouchement? Parce que c'est des femmes qui peuvent venir du Brésil enceinte, on va suivre ses soins à Oiapoque et puis accoucher à Cayenne ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des problèmes pour la prévention de la transmission mère-enfant avec ces channels de suivi prénatal qui sont un peu compliqués? À vous. Merci. Alors, pour répondre rapidement, d'après les éléments dont je dispose, dans les chiffres qui m'ont été partagés, sur lesquels j'ai pu mener une analyse, on n'a pas eu j'ai pas eu de données spécifiques à l'âge des adolescents en fait, hein, donc c'est pas un élément que j'ai pu relever, mais peut-être que d'autres ici autour de la table auront des éléments à faire valoir là-dessus. Et sur la question des grossesses à risque, et comme le disait Sophie tout à l'heure, et ça a été un peu évoqué aussi par d'autres, le suivi des femmes enceintes relève bien du dispositif et du transfert. Donc, ça veut dire que si une femme enceinte est dépistée côté Brésil,
Elle va être orientée via l'UBS première ligne ou via le DEPAC Frontera sur Saint-Georges. Par contre, il y a une difficulté, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, et peut-être ça revient, c'était sur la question posée sur les transferts, qui est la difficulté aujourd'hui au niveau de l'hôpital, parce qu'il existe une convention de coopération qui prévoit le transfert entre le Brésil et la France des cas d'urgence vitale, des cas en fait, donc ça va être des évacuations par hélicoptère sur Cayenne parce que c'est plus rapide que d'aller sur Macapa pour sauver la vie des personnes à l'hôpital de l'État, donc l'hôpital estadual de Oiapoque. Par contre, si jamais des personnes sont identifiées au niveau de l'hôpital par rapport au VIH-Sida, le référencement et le transfert se fait sur Macapa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convention qui prévoit de l'hôpital un départ sur la France, alors qu'il y en a un au niveau de l'UBS de première ligne. Donc, si la personne a bien été identifiée au niveau de la première ligne, elle va bien être orientée sur Saint-Georges pour un suivi, une prise en charge à Saint-Georges. Si elle est identifiée seulement au moment de l'accouchement à l'hôpital, donc ça n'a pas du tout été vu avant, le protocole brésilien veut que ce soit envoyé sur Macapa. Après, du fait des relations interpersonnelles, ça peut parfois, j'ai entendu parler d'un cas où ça avait pu être repris sur Saint-Georges parce que la personne avait été suivie sur Saint-Georges et s'était retrouvée à l'hôpital du fait d'une urgence en fait obstétrique qui l'avait conduit là-bas. Normalement, ce n'était pas prévu qu'elle soit prise en charge à l'hôpital, elle devait être prise en charge côté français. Donc moi, c'est les seuls cas où j'ai vu de difficultés. Ça faisait partie des sujets justement sur est-ce que un travail au niveau d'un comité de coordination des soins sur la zone ne pouvait pas envisager des protocoles d'adressage locaux qui permettent d'officialiser ces transferts voilà, sur ces cas-là, y compris pour l'hôpital et pas seulement pour la première ligne. Donc ça faisait partie des sujets qui ont été relevés comme d'intérêt. Voilà, a priori, c'est essentiellement ça que j'ai pu voir et entendre. Sophie, oui, tu veux compléter? Non, plutôt Mathilde, je crois, lève la main pour compléter. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, actuellement, on ne suit pas d'adolescents. Enfin, il n'y a pas eu de dépistage récent, en tout cas, qui sont suivis dans la file active côté Saint-Georges. Et a priori, ils seraient suivis côté Saint-Georges puisque mineurs. Par contre, je pense que c'est quand même une population qu'on a du mal à dépister aussi. Enfin, les jeunes hommes dans les dépistages globaux d'IST, c'est une population qu'on a du mal à atteindre, mais voilà, sur lesquels on travaille quand même. Et on a par contre 3 enfants qu'on suit suite à des transmissions materno-fétales sur des soit découvertes tardives. Enfin, il y a eu deux sœurs, c'est une découverte tardive de la seconde grossesse et avec une transmission materno-fétale au Brésil et une transmission par l'allaitement du coup de la première fille au moment de la première infection. Donc on suit actuellement et un enfant pour qui le dépistage a été fait après la naissance. Et on suit aussi une autre femme, et du coup adulte, qui des suites d'une transmission materno-fétale, mais plutôt côté Saint-Georges, mais de découverte vraiment plus ancienne. Enfin, qui a été découverte au moment du dépistage familial, mais il y a plus de 20 ans maintenant, la dame. Donc, par contre, il y a une bonne sensibilisation
côté Saint-Georges sur les dépistages à faire pendant la grossesse qui sont systématiques à la fois en début de grossesse et en fin de grossesse, voire plus souvent au cours de la grossesse. Et j'ai l'impression aussi côté OIAPOC, avec des femmes, pour celles qui sont suivies, des dépistages systématiques d'IST qui se font à l'hôpital et au cours du suivi. Merci beaucoup. Je comprends que le défi est énorme et persiste, surtout qu'on n'a pas nécessairement l'accès aux jeunes et adolescents, et que dans la sensibilisation et les activités communautaires que vous menez, je pense que ça peut aider à accéder à ces populations qui ne viennent pas nécessairement à l'hôpital ou au centre de santé. Mais je sais que c'est une population aussi vulnérable, et non seulement au IST, VBG et consorts. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci. Merci Solange. Et c'est vrai que c'est l'intérêt aussi d'être en partenariat avec l'hôpital, parce que justement, du moins tu mets le doigt là aussi où ça bloque, c'est que du coup on est, même si OIAPOC est beaucoup plus important en nombre d'habitants que Saint-Georges, mais les deux partagent aussi la même problématique du fait qu'on soit dans des endroits relativement petits où tout le monde se connaît, et où en fait si un jeune va au centre de santé à l'UBS, en fait toute la famille est au courant dans les 3 heures qui viennent, et donc du coup ils ne vont pas forcément y aller, que ce soit pour un test de grossesse, que ce soit pour des préservatifs, que ce soit pour des dépistages, et c'est dans ce cadre-là qu'on a notre complémentarité à la fois en termes de prévention et de dépistage au niveau des associations. Parfait. Ouais. On compte sur vous, comme vous êtes avec les associations, vous êtes dans la communauté, vous pouvez accéder à ces jeunes chez eux ou dans une certaine discrétion. C'est très important. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions, des choses à clarifier? Oui, Alix? J'avais une petite question parce que vous parliez de prévention. Je voulais savoir si, donc j'ai compris que vous vouliez ouvrir sur les IST, les maladies opportunistes. Et est-ce que vous avez prévu éventuellement d'ouvrir sur la PrEP concernant les personnes vivant avec le VIH? Enfin, du coup, les personnes qui ne vivent pas avec le VIH. Je vais commencer à répondre. Donc oui, ça fait plusieurs années qu'on travaille, du moins que le CHC travaille dessus, avec des premières personnes qui ont été mises sous traitement. Et côté Brésil, c'est un protocole un peu, du moins pas forcément différent, mais un accès plus complexe, mais aussi où il y a eu quelques premiers patients, si je ne me trompe pas. Aude ou Mathilde? Mathilde, tu veux répondre ou en tout cas, la PrEP, ça a été quand même intégrant dès l'arrivée de la PrEP sur le territoire. Il a été proposé au dispensaire de Saint-Georges avec des personnes mises sous PrEP, et DEPAC Frontera travaillait sur le côté prévention, information sur le côté Brésil. Après, il y a là, sur la dispensation de la PrEP sur le côté Brésil, je pense que Mathilde peut peut-être plus répondre. Alors, c'est plus... j'ai l'impression justement que les modalités de circuit PrEP côté Brésil sont assez contraignants. Alors, il y a une délivrance par 3 mois, mais vous m'entendez? La PrEP sur le CDPS de Saint-Georges a été mise en place dès 2017 avec un accès possible. Là, on n'a pas encore les derniers chiffres, donc on est en train de travailler sur les derniers chiffres pour pouvoir les remonter avec Mathilde. On travaille dessus. Et en fait, ça fait partie de la prévention en elle-même. On parle de prévention combinée. Il y a aussi bien de la prévention information, de dépistage, de l'accès au TPE que de la PrEP. C'est un tout. Oui, et globalement, on a les mêmes modalités que dans le reste de la France, c'est-à-dire que comme c'est une prescription qui est accessible aux médecins généralistes et que c'est ceux qui sont sur place au CDPS, nous, on vient en mission 1 fois par mois sur quelques jours. Donc, on vient appuyer, éventuellement faire le suivi, mais
toute demande peut être prise en charge directement au CDPS. Après, c'est plus une problématique de délivrance du traitement par la pharmacie hospitalière pour les patients qui n'ont pas de droit, qui est tout à fait possible, mais qui est un peu plus contraignante puisque c'est une délivrance mensuelle, alors que soit s'ils ont des droits avec la pharmacie de ville, soit s'ils sont côté Brésil avec l'UBS, c'est une délivrance trimestrielle. Donc ça vient faire un frein en plus pour le suivi, le fait de devoir venir au centre de santé prendre les médicaments chaque mois. Mais c'est tout à fait possible. Merci beaucoup pour ces réponses. Et dans la même lignée, vous parliez de l'IVG beaucoup pour les grossesses non désirées, mais du coup, sur tout ce qui est contraception, vous englobez également, vous englobez également tous les moyens de contraception, j'imagine. Et est-ce que les modalités d'accès à la contraception et les moyens de contraception aussi sont les mêmes au Brésil, et est-ce que ça pose des problèmes? Alors, de manière globale, l'accès à la contraception est pas forcément le frein le plus important sur la zone transfrontalière. Ce qui pose plutôt problème, c'est le rapport culturel ou les fausses représentations associées à la contraception. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on veut travailler sur la deuxième phase du projet. On se retrouve côté français avec un accès à la contraception qui est plutôt, du moins voilà, ou à minimum, il y a un certain nombre de dispositifs accessibles. Mais par contre, il y a un moindre recours à ces contraceptifs. Par contre, la Guyane et donc Saint-Georges aussi est concernée par un recours relativement élevé à l'IVG et ça, je pense que c'est même Louise qui pourrait le mieux en parler. Alors que, côté Brésil, du coup, on est quand même sur du moins, on est vraiment sur un territoire qui mixe un petit peu, qui est un territoire brésilien, mais on voit que les échanges culturels sont assez prégnants quand même. C'est parce que, par exemple, l'implant, dans tout le Brésil, c'est un contraceptif qui n'est pas du tout accepté. Quand ils l'ont lancé au Brésil, ça a été un échec total avec énormément de retraits parce que ça n'avait pas été accompagné. Alors que par contre, il y a une énorme demande à Oiapoque d'implants qui, du coup, ne peut pas forcément, trouver de réponse sur le territoire brésilien car il n'est pas, remboursé. À un moment donné, il y avait beaucoup de femmes brésiliennes qui venaient même voir un gynécologue, libéral et qui payaient de leur poche pour pouvoir se faire aussi mettre un implant, côté français. Et par exemple, au Brésil, il y a un recours très important aussi à la ligature de trompe, assez précocement, par rapport à la France où avant, 40 ans et quelques grossesses, c'est compliqué à faire, valider. Donc voilà, il y a quand même des différenciations, à ce niveau-là. Hem, Dans l'accès, comme je disais, il y a toujours un moyen qui peut être trouvé. Par contre, il y a vraiment quelque chose à travailler sur les représentations. Il y a de fausses représentations très, ancrées sur la pilule du lendemain, sur le fait que, du coup, ça pourrait rendre stérile, voilà, sur, pas mal de choses. On est en train de finaliser une enquête sur l'accès à l'avortement et à la contraception pour pouvoir travailler justement toute l'éducation qu'il y a à faire autour, parce qu'il y a énormément de grossesses non planifiées, que ce soit chez les mineurs, mais aussi chez les femmes adultes. Avec, côté Brésil aussi, un recours très important, à l'avortement de manière illégale, et avec, du coup, toutes les conséquences que ça peut avoir en sachant que c'est très en lien aussi avec les violences faites aux femmes et que, c'est là où aussi où on peut boucler la boucle sur, une approche globale des SSR, IST, avortement et violence, quoi. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, écoutez, dans ce cas, bah, vraiment, tous nos remerciements au nom donc, du CHC, de l'association DEPAC et d'ID Santé, pour avoir, participé à cette, restitution. Dans ce qui est prévu comme je vous disais, donc il va y avoir aussi une restitution plus individuelle, on va dire, auprès des institutions brésiliennes dans le mois qui vient. Et du coup, d'ici la fin de semaine, vous allez recevoir, le rapport complet, ainsi qu'une synthèse pour ceux qui n'auront pas forcément le temps de tout, lire en détail et le support qui a été présenté, aujourd'hui et que ce soit mes collègues ou moi, on se tient à votre, disposition pour répondre à toutes, vos questions éventuelles, qui pourraient vous venir, d'ici là. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous. À Merci, bientôt. à très Merci. bientôt.